Bonjour Jean-Christophe Lagarde, Bonjour. vous êtes président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis. Ce matin, les évacuations ont repris à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça met quand même beaucoup de temps à se régler? Oui, je pense que ça met trop de temps parce que la réalité, c'est que ces gens qui sont là sont sans droit ni titre, que l'État a déjà reculé sur le projet Notre-Dame-des-Landes, mais qu'il a dit désormais on va rétablir l'état de droit. Alors rétablissons l'état de droit. Ceux, et c'est déjà, je trouve, très magnanime, ceux qui souhaitent exploiter de façon agricole des terrains qui étaient les terrains agricoles qui vont le redevenir, on les régularise, on a commencé à le faire. Ceux qui n'ont rien à y faire, il faut qu'ils s'en aillent. Et je veux dénoncer ici une imposture. On dit ces gens-là sont pacifiques, c'est pas vrai. Parce que s'ils étaient pacifiques, on n'aurait pas les images de violence qu'on a vues lors des premières évacuations. Vous voulez dire que s'ils étaient pacifiques, ils tireraient les enseignements eux-mêmes de la décision et s'en iraient? Il n'y aurait pas de besoin de blindés, de gendarmes casqués, de tirs de de grenades lacrymogènes. Enfin, énormes. ils n'ont rien à faire là, ils n'ont pas le droit d'être là. Ils ont gagné, hélas, je le regrette, mais ils ont gagné leur combat politique. Et donc maintenant, il s'agit qu'ils reprennent une activité normale et que l'état de droit se rétablisse. On pourrait accélérer les choses, me semble-t-il. À propos d'état de droit, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a déclaré hier matin sur RTL, je cite sa phrase précise, hein, il y a un certain nombre de quartiers qui ont été pris en main par un certain nombre de groupes extrémistes. Alors vous êtes élu, on le disait, de Seine-Saint-Denis, où il y a un certain nombre de quartiers dits difficiles. Est-ce que vous confirmez cette constatation du ministre lui-même, où dans certains quartiers, il n'y a plus d'état de droit? Et moi, je n'ai pas une vision sur l'ensemble du pays, j'ai une vision sur la zone sur que votre je connais. territoire. Non, je ne connais pas d'endroit de cette nature. Est-ce que il vise en l'occurrence l'intégrisme religieux musulman? Il parle de salafisme radical. Est-ce qu'il y a eu une progression de l'emprise religieuse? Oui, sans doute. Est-ce qu'elle est celle qu'on décrit, en tout cas dans les endroits que je connais? Non. Est-ce qu'on doit combattre une vision de la religion musulmane? Ce n'est pas la religion musulmane, mais une vision ou une utilisation de la religion musulmane par des gens qui ont un projet politique et pas religieux, qui vise à rendre incompatible la religion musulmane avec la République française. Bien sûr qu'il faut la combattre, mais il faut la combattre avec les musulmans. D'ailleurs, ce sont eux les premiers qui demandent à en être protégés. 90-95% des musulmans que nous rencontrons disent simplement protégez-nous contre ça. Notre religion n'est pas ça. Vous vous souvenez du mouvement d'ailleurs, pas en mon nom. C'est un peu ça. Le problème, c'est l'organisation de la religion musulmane. Et je pense que l'État français a un devoir de participer à une organisation qui permette la représentativité, la neutralité financière, c'est-à-dire ne pas être influencé par des donateurs, qu'ils soient étrangers d'ailleurs ou qu'ils soient français, et puis par la modernisation de la religion musulmane. On voit des mouvements qui commencent à exister, mais ils n'ont pas de base sur lesquelles s'appuyer, qu'il s'agisse d'instituts de formation. Imaginez que c'est par exemple l'Université catholique de Lille qui participe à la formation d'imams. Est-ce que vous attendez un discours fort de la part du président de la République là-dessus, un discours sur la laïcité qui n'a pas eu lieu encore? Est-ce que vous avez une attente particulière sur ce sujet? Moi, j'attends un discours et des actes. Le discours, le rôle du chef de l'État est de montrer à la fois c'est important le discours en politique, les mots sont importants. L'incarnation, mais les actes aussi. Le discours, il doit montrer à la fois que toutes les religions sont traitées de la même façon dans notre pays. La laïcité, ça veut dire qu'on a le droit de croire ou de ne pas croire, et que tout le monde est traité et protégé dans son culte de façon égale et équitable. À l'inverse, je crois que la spécificité actuelle de la religion musulmane, elle est double. D'abord, elle n'a pas d'organisation. Et donc pas de représentation officielle, effectivement. Officielle légitime. Contrairement aux autres et la religions. deuxième, elle est finançable depuis des États étrangers qui ont des intérêts. Enfin, elle est traversée par des mouvements politiques qui cherchent à l'utiliser, à la dévoyer pour en faire une arme, et parfois une arme de guerre contre nous. Et donc ça met en légitimité l'État français de participer à cette organisation pour avoir en face de lui un interlocuteur légitime et un interlocuteur qui ne soit pas le représentant d'États étrangers. Ce que je veux dire par là, c'est que la religion juive, elle a été organisée par l'État français. Pardon de le dire, c'est Napoléon qui l'a fait avec le consistoire qu'il a créé. La religion catholique, bien plus avant. C'est Philippe Auguste qui a le gallicanisme institué. Et qu'on a besoin d'un gallislamisme, en faisant en sorte que les musulmans puissent naturellement pratiquer leur culte dans notre pays, mais qu'on ait des interlocuteurs qui permettent de garantir à la fois le respect des lois, des valeurs et des principes de la République, et en même temps, très sincèrement, d'avoir un culte musulman qui correspond à ce qu'on voit dans des tas d'autres pays, c'est-à-dire sans agressivité vis-à-vis des autres. Est-ce que vous attendez un discours fort et des décisions précises la semaine prochaine de la part d'Emmanuel Macron sur le plan Borloo et sur les banlieues? Jean-Louis Borloo a fait à la fois un constat et un plan qui est, à mon avis, tout à fait pertinent et qu'on doit essayer de mettre en œuvre. Alors, il y a des problèmes financiers, mais je veux dénoncer ici une imposture. On dit qu'on donne plus dans les quartiers
Il y a populaire toujours débat sur, dans les voilà, banlieues. qu'aux zones rurales. Non, mais c'est faux, madame. Moi, je suis député de Seine-Saint-Denis. Il y a 4 fois plus de policiers à Paris qu'en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on donne plus aux gens de Seine-Saint-Denis ? Un enseignant, un élève, pardon, coûte beaucoup moins cher en Seine-Saint-Denis qu'il ne coûte à Paris. Est-ce qu'on donne plus aux gens de Seine-Saint-Denis alors qu'ils ont moins au départ ? C'est un mensonge. Et ce mensonge d'État-là, il faut le dénoncer. C'est un mensonge pas de ce gouvernement, c'est un mensonge qui Vous traîne. dites que c'est un mensonge d'État ? Oui, c'est un mensonge qui traîne depuis maintenant quelques années, où on dit on a trop fait, on a trop donné. C'est pas vrai, on donne moins dans les quartiers les plus populaires, 8 millions de personnes dans notre pays, mais on donne moins aussi dans les zones rurales, où la désespérance peut être exactement la même et pour les mêmes raisons. Et moi, je ne veux pas, et je refuse catégoriquement qu'on oppose ces deux formes de pauvreté. Les pauvres dans les zones rurales, les pauvres dans les zones urbaines. Ce qu'il faut faire, le projet politique, ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est que oui, il faut miser, comme il le fait, sur les grandes métropoles, sur l'attractivité, sur la compétitivité de la France. Il faut qu'on ait des moteurs pour pouvoir nous enrichir et générer de la croissance. Mais il faut qu'une partie de cette croissance, elle serve à remettre sur les rails, si j'ose dire, et sur la bonne voie, à la fois les gens qui vivent dans les quartiers populaires de nos banlieues et qui permettent aussi de maintenir la vie en ruralité. On en a besoin tout autant. Où il y a effectivement tout un problème de désertification Oui, commerciale, mais si on crée de la médicale, richesse, il faut etc. qu'elle soit répartie. Le ruissellement dont on parle le temps, il ne se fera pas naturellement. Il se fera si l'État l'organise. C'est vrai pour la banlieue comme c'est vrai pour les zones rurales qui ont un combat commun à mener. Et c'est le combat que l'UDI veut mener. Un mot sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il est question de la création d'un 8e groupe, ce qui serait un record sous la Ve République. Vous allez perdre des troupes. Qu'est-ce qui se trame ? Écoutez, moi, ce que je constate là, c'est qu'il y a des aigris du camp Macron, des aigris peut-être au Modem, des aigris chez les socialistes, des déçus peut-être chez nous-mêmes. C'est une histoire d'aigreur. Et le rassemblement, c'est pas une histoire politique. C'est surtout que le rassemblement d'aigris, ça ne fait pas une cohérence. Et moi, je crois à la cohérence en politique. Pour ce qui nous concerne, nous avons été élus par des électeurs du centre, de la droite progressiste, pour nous dire on veut bien travailler avec M. Macron, mais pour le tirer plutôt vers nos idées. Je comprendrais mal, je ne verrais pas la cohérence de gens qui, venant être élus comme ça, iraient se réunir avec qui ? Avec des gens de gauche qui trouvent que Macron n'est pas assez à gauche, ou avec des indépendantistes corses avec qui je ne vois pas très bien le lien. Un groupe politique, c'est fait pour porter des idées, pas pour conforter Vous n'y croyez pas, en fait ? À la limite, on s'en fiche que j'y crois ou pas. Je dis simplement que quand ça ne porte pas d'idées, ça ne porte pas de sens. Ça ne peut pas marcher. Et donc, ça ne respecte pas les électeurs, tout simplement. Dans un an tout juste, il y a des élections européennes. On commence à en parler beaucoup. On voit que chez les Républicains, il y a beaucoup de débats sur le contenu du message sur l'Europe. Vous pourriez aller faire une liste, puisqu'il s'agira de liste nationale. Liste nationale, l'UDI pourrait être avec qui ? Elle peut être tout seule. Nous avons, est-ce qu'elle pourrait être toute seule ? Bien évidemment. Nous avons le 23 juin un Conseil national pour le projet européen de l'UDI. Parce que tout le monde est en train de mélanger les choses. Les alliances. Mais attendez, on va d'abord parler de projet. Pour dire quoi ? Pour proposer mais bien quoi ? sûr, bien sûr. La question pour nous est très simple. Aujourd'hui, l'Europe est le seul instrument pour retrouver de véritables souverainetés. Nous sommes, pardon de l'expression, à poil face aux États-Unis quand on est en négociation. Regardez ce qui est en train de se passer sur le traité iranien. Ils peuvent sanctionner nos entreprises. Et nous ne pouvons pas faire de même. Nous ne pouvons même pas les protéger. Est-ce que l'Europe se met face aux États-Unis et rétablit sa souveraineté ? On parle beaucoup de souveraineté des États, de la France par exemple, par rapport à l'Europe. La réalité, c'est que nous n'en avons plus en tant qu'État face à un certain nombre de pays, notamment face aux États-Unis, face à la Chine, où quand il faut investir, il faut accepter des conditions qu'on ne leur impose pas quand ils viennent sur notre continent. Le combat de l'Europe, et le premier combat de l'Europe doit être celui-là. Le deuxième combat de l'Europe, c'est de faire en sorte qu'on cesse avec ce culte de la concurrence effrénée entre nous. Par exemple, le travailleur détaché. Ce n'est pas les contrôles qu'il faut renforcer, c'est établir un principe simple. Quand quelqu'un vient d'un autre pays travailler dans un pays, par hypothèse la France, il est payé au salaire français, il paye les charges françaises. Parce que sinon, il y a concurrence déloyale entre nos salariés. Quand on lutte contre les terroristes, on a besoin d'un FBI européen qui permette de poursuivre au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, les frontières, elles arrêtent les juges. Elles arrêtent les policiers, elles n'arrêtent pas les terroristes. Moi, je veux un FBI qui permette de poursuivre, et d'un parquet qui permette de poursuivre les grands criminels, les grands trafics, évidemment, mais aussi les terroristes. Voilà l'Europe à quoi elle doit servir. Et au lieu, pardon de reprendre ce mot de Pompidou, d'emmerder les Français dans des détails, les Français et les Européens dans des détails, elle ferait mieux de servir à ces grands enjeux stratégiques. C'est ce que l'UDI veut défendre. Nous le défendrons aux élections européennes, et s'il faut le défendre seul, nous le défendrons seul. S'il y a plusieurs personnes Ça pourrait être avec La République En Marche ou pas du tout ? Ça dépend du projet uniquement. Moi, je pense qu'on est toujours plus fort en rassemblant, mais on va partir de notre projet et on va voir s'il y a des gens qui veulent se rassembler. Merci Jean-Christophe Lagarde, bonne journée. Merci à vous.